Aujourd'hui, on va mettre au point une expérience quantique pour montrer qu'une particule peut, dans un certain sens, se trouver réellement à deux endroits différents en même temps. Retour dans le monde de la physique quantique pour encore une fois parler de la notion de superposition d'états, et plus précisément de la notion de superposition d'état spatial. Est-ce qu'une particule peut réellement se trouver à deux endroits différents en même temps? On va tenter de voir ce que nous dit la théorie mathématique, tenter de l'interpréter dans le monde réel, et pour cela considérer des expériences les plus directes possibles. On va commencer par rappeler ce qu'on veut dire lorsqu'on parle d'interprétation de la physique quantique. D'un côté, on a la théorie quantique, c'est-à-dire le modèle mathématique et ses objets dont on connaît les règles d'évolution dans le temps. Ce modèle a une description essentiellement ondulatoire et déterministe en dehors des mesures, et une description indéterministe dans le cas particulier de ces mesures. De l'autre, on a le monde réel et ses objets que l'on appréhende via des observations, parfois avec l'aide d'un dispositif expérimental, et si tout se passe bien, les observations sont en adéquation avec ce que la partie abstraite théorique prédit. Chercher une interprétation de la théorie quantique, c'est s'interroger sur le sens des objets mathématiques abstraits qui interviennent dans le modèle. Notamment, chercher à savoir si ces objets peuvent être mis en correspondance avec des éléments de la réalité et comment. Les observations étant les seuls points dont on ne peut douter du réalisme, la question devient particulièrement délicate lorsqu'on s'en trouve éloigné. Quel sens peut-on donner aux objets mathématiques de la théorie dans les intervalles de temps pour lesquels on ne dispose pas d'observations ? Si on ne regarde que le côté théorie, l'objet mathématique qui décrit une particule hors des mesures est de nature ondulatoire. Il s'agit donc d'un objet étalé dans l'espace. Parfois la distribution spatiale de cette onde peut être concentrée autour de plusieurs emplacements distincts, et c'est vraiment là qu'on parle de superposition d'état spatial. La théorie décrit donc un objet mathématique pouvant clairement se trouver à plusieurs endroits en même temps, qu'on pourrait modifier localement via des dispositifs physiques. Ce qu'on se demande, c'est si cette description mathématique a une contrepartie dans la réalité, si un objet réellement physique se trouve aussi, dans un certain sens, à deux endroits différents en même temps. Pour interpréter la théorie, on a principalement trois possibilités. Dans la première, il s'agit de considérer que la superposition dans le modèle correspond à une forme d'ignorance sur le réel. Qu'en pratique, la particule physique se trouve à un des endroits décrits par son onde, mais qu'on ignore simplement lequel. C'est l'interprétation d'une superposition AB comme A ou B. Une autre alternative est A et B, dans laquelle on reconnaît le réalisme d'objets physiques en A et en B simultanément. Et la dernière, c'est le ni A ni B, lorsqu'on considère qu'aucune des deux premières interprétations n'est satisfaisante ou que la question est mal posée. On va commencer par le plus simple, réfuter l'interprétation A ou B. Imaginez une planche rugueuse, ici vue de haut, inclinée vers la droite de l'image, sur laquelle on fait rouler une balle. Comme la planche n'est pas parfaitement lisse, la trajectoire de cette balle est légèrement chaotique. Imaginez également que vous ne puissiez observer la position de cette balle qu'à un nombre discret d'instants, un peu comme si le dispositif était dans le noir la majorité du temps et que parfois vous puissiez prendre quelques photos avec flash. Vous connaissez la position initiale de la balle et vous tentez de construire une théorie mathématique pour prédire le maximum de choses sur les observations futures. Faire ceci, c'est le travail de la mécanique statistique. Ici, vous devinez l'idée. Plutôt que de modéliser votre balle par un point dans votre théorie, on va la modéliser par une distribution de ses positions possibles à chaque instant. Ainsi, une fois la balle lâchée depuis sa position initiale, notre mécanique statistique va la représenter par une distribution qui s'étale à mesure que la balle roule sur la planche. En mécanique statistique, il est assez clair que le sens de l'étalement de l'objet de notre modèle, cette distribution de probabilité de présence, est un exemple de A ou B. La balle se trouve à un des endroits représentés par cette densité, mais on ignore simplement lequel. Avant de s'attarder sur les différences avec la mécanique quantique, on peut souligner quelques points communs. Imaginez que sur la moitié de notre planche, ici en haut de l'image, on visse deux tasseaux pour former une sorte d'entonnoir. Dans notre modèle, il est possible d'inclure l'effet de ces tasseaux sur notre distribution de probabilité. Ils vont concentrer une partie de cette distribution sur une petite zone. Ceci illustre quelque chose d'étonnant. Cette probabilité de distribution n'est pas réellement un objet physique. L'objet physique est notre balle, qu'on peut assimiler à un simple point. Et pourtant, bien que l'objet de notre modèle ne soit pas physique, que rien dans le monde réel ne corresponde à cet objet étalé dans l'espace,
il est possible, via un dispositif physique bien réel, d'agir sur cet objet du modèle et de le modifier. On peut remarquer un autre point commun. Imaginez que maintenant on réalise une observation partielle, qu'on prenne une photo avec flash de cet endroit de la planche au moment où notre distribution calculée y passe, et qu'on n'observe pas la balle, une mesure dite négative. Et bien dans ce cas, on saurait instantanément que la balle se trouve quelque part sur l'autre partie de notre densité. On observe une sorte d'effondrement de l'objet de notre modèle. Ne pas voir la balle à un endroit change instantanément la densité ailleurs pour que toute la probabilité de présence s'y trouve, et plus seulement une moitié. Avec autant de points communs, on peut se demander où la différence entre mécanique statistique et mécanique quantique arrive. En mécanique statistique, s'il y a plusieurs manières d'arriver à un endroit, les probabilités s'additionnent. Ajouter des trajets possibles vers un emplacement, des options pour notre balle, augmente toujours la fréquence des observations à cet emplacement. L'équivalent de notre densité en mécanique quantique, la fonction d'onde, a, elle, la possibilité d'interférer avec elle-même de manière destructive. C'est-à-dire que, parfois, lorsque deux ondes se rejoignent, elles s'annulent entre elles. Autrement dit, dans certains cas en mécanique quantique, ajouter des options possibles pour atteindre un résultat final en diminue la fréquence observée. Il y a de nombreuses expériences pour montrer ceci, notamment les fameuses expériences des doubles fentes. Ces expériences permettent donc de réfuter l'interprétation A ou B. Si vous souhaitez creuser le sujet, je vous renvoie par exemple sur la très bonne vidéo de Science Étonnante. De notre côté, on va se concentrer un peu plus tard sur une autre expérience qui, sous un certain angle, semble encore plus forte. Un peu plus tôt, je vous ai parlé du côté modèle abstrait, du côté observation, et du fait de s'interroger sur le réalisme des objets mathématiques, notamment lorsqu'on se trouve éloigné des observations. Mais pour certains d'entre vous, la question peut sembler étonnante. Si on a une théorie mathématique qui prédit avec succès les observations, c'est bien nécessairement que les objets qu'elle décrit correspondent à des éléments de la réalité, non ? Eh bien le cas de la mécanique statistique qu'on vient de voir fournit justement un exemple du contraire. Comme on l'a conclu, il ne s'agit pas d'une analogie pertinente pour décrire la physique quantique, mais il illustre cependant très bien ce point, qu'il est possible d'avoir une théorie prédictive dont certains objets ne sont pourtant pas dotés de réalisme, ne correspondent à rien de physique dans le monde réel. En mécanique statistique, on manipule des distributions de probabilités qui sont des objets étalés dans l'espace, sur lesquels on peut agir localement en les étalant ou en les concentrant, et pourtant ces aspects n'ont pas de contrepartie exacte sur le plan physique. Les objets modélisés par ces distributions ne présentent pas cette propriété d'étalement dans l'espace. Pour le moment, on a vu en quoi ce que nous dit la théorie quantique ne peut pas s'interpréter comme de la mécanique statistique, c'est-à-dire en quoi une superposition AB ne veut pas dire A ou B. La seconde option, c'est l'interprétation A et B, que quelque chose de réellement physique puisse se trouver simultanément à deux endroits différents en même temps. Pour tenter de démontrer ceci, il faut chercher ce qu'une particule pourrait nous donner comme preuve d'avoir effectivement été à deux endroits différents en même temps. Une idée consiste à sonder la capacité d'une particule à rendre compte de deux informations distantes. On va mettre cette particule dans une superposition d'états telle que le modèle l'a décrit. Une première moitié de notre particule va visiter un endroit, pendant que la seconde en visite simultanément un autre. Dans chacun de ces emplacements distants, on va cacher une information. À l'issue du dispositif, on prévoit de réunir ensuite ces demi-particules en une seule, et on effectuera une mesure à déterminer qui, on l'espère, démontrera que notre particule connaît les deux informations distantes. On peut commencer par voir ce que ça donnerait avec la plus petite quantité d'informations possible, le bit, une information traduisant un état parmi deux possibles, 0 ou 1. Ainsi, en plus de trouver quoi mesurer sur notre particule à l'issue du dispositif, il faut donc également trouver comment modifier chacune de nos demi-particules en fonction d'un bit associé au site qu'elle visite, toujours dans l'espoir qu'à terme, la mesure sur notre particule démontre qu'elle connaît les deux informations distantes. Pour rendre notre expérience encore plus irréfutable, on peut ajouter une contrainte supplémentaire. Généralement, en physique quantique, les résultats sont statistiques et les expériences font intervenir un grand nombre de particules. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et de sonder le réalisme d'une théorie, c'est problématique, car passer d'un comportement moyen sur une collection d'objets à une propriété avérée sur l'un d'eux n'est pas du tout trivial. On va donc commencer par voir si on peut éviter ceci, c'est-à-dire ne considérer qu'une seule particule, nous donnant à l'issue de l'expérience un résultat certain et toujours traduisant quelque chose sur l'état de nos deux bits distants.
On a donc clairement défini le cahier des charges, en quelque sorte, de l'expérience qu'on cherche à construire, et il se trouve qu'il est possible de satisfaire tous nos points avec un simple interféromètre de Mach-Zehnder. Un des composants essentiels pour construire un interféromètre de Mach-Zehnder est la lame semi-réfléchissante. La théorie quantique nous dit que lorsqu'une particule arrive sur une lame semi-réfléchissante, celle-ci est modélisée par une onde, et qu'à l'issue de la lame, cette onde a été divisée en deux ondes, l'une réfléchie, l'autre non. Les demi-ondelettes, à l'issue du dispositif, ont une plus faible amplitude, car dans notre modèle théorique, celle-ci est associée à la probabilité d'observation. Pour le moment, ça se comporte comme notre mécanique statistique. Si vous cherchez à observer votre particule à l'issue de notre lame semi-réfléchissante, alors vous avez simplement 50% de chances de l'observer d'un côté ou de l'autre, et bien sûr, jamais des deux côtés. Vous remarquerez qu'il y a une alternative possible pour notre particule incidente et qui la disperserait sur les mêmes sorties. Si dans notre cas, la particule vient du bas, il y aura également une ondelette réfléchie et une ondelette transmise à travers la lame. En pratique, ces deux entrées ne sont pas symétriques, car la lame réfléchissante n'est elle-même pas symétrique. Le composant réfléchissant n'est que d'un côté du verre. Dans le cas de ce deuxième mode d'entrée, la phase de la partie réfléchie sera décalée, les bosses de nos ondelettes seront là où se trouvaient les creux en comparaison à l'autre mode d'entrée. Une lame semi-réfléchissante peut être utilisée, comme on vient de le voir, pour créer une superposition d'états en sortie, mais elle peut aussi faire l'inverse. Voici comment ceci fonctionne. Imaginons une unique particule en superposition d'états arrivant sur notre lame semi-réfléchissante. Une partie de notre particule est une ondelette utilisant la première entrée sur la lame et l'autre moitié utilise la seconde. On peut décomposer cette situation en traitant chaque moitié indépendamment. La première moitié se divise ainsi, la seconde se divise de cette manière. Pour avoir l'effet global, on peut additionner ces deux comportements et on remarque une particularité. Sur l'une de nos sorties, les ondelettes arrivent en phase et additionnent leurs effets comme des vagues le feraient. Sur l'autre sortie, nos ondelettes arrivent en contrephase et s'annulent entre elles, les bosses de l'une venant combler les creux de l'autre. Ainsi, dans notre cas initial, où une particule en superposition d'états frappe ainsi notre lame, on aurait en sortie une amplitude nulle d'un côté et toute l'amplitude de l'autre. Comme l'amplitude correspond à la probabilité d'observation, on se trouverait dans un cas où 100% des observations correspondent à une détection de la particule sur la première sortie. Vous noterez également qu'on peut jouer sur la phase d'arrivée de nos ondelettes et que ça va changer le résultat. Si par exemple on décale notre onde d'une demi-période sur la seconde entrée, alors les comportements soustractifs et additifs en sortie seront inversés et on observera 100% de nos détections sur la deuxième sortie. Au total, on a donc 4 cas. Celui où les ondes incidentes n'ont pas été décalées, ceux où seule l'une des deux a été décalée d'une demi-période, et enfin celui où les deux ont été décalés d'une période et sont donc de nouveau en phase. Dans les deux cas en phase, on va trouver 100% des détections sur la première sortie, et dans les cas où les phases sont opposées, 100% de détection sur l'autre. Rappelez-vous que pour le moment, ce qu'on décrit, c'est ce que le modèle théorique prédit, les objets mathématiques qu'il fait intervenir pour arriver à ces prédictions statistiques. Et ce qu'on cherche, c'est une interprétation physique de ces objets abstraits. On dispose maintenant de toutes les connaissances nécessaires pour construire notre dispositif faisant intervenir 2 bits d'information distants qu'on va tenter de lire simultanément avec la même particule via sa superposition d'états. On commence avec de quoi émettre notre particule. Celle-ci va passer par une première lame semi-réfléchissante pour être divisée, selon le modèle théorique, en deux. Chacune de ces moitiés va être envoyée sur un dispositif qui lui est dédié, aussi distants l'un de l'autre qu'on le souhaite. Lorsque chacune de nos ondes va passer dans son dispositif, sa phase sera modifiée en fonction d'un bit local. Non modifié si le bit indique 0, décalé d'une demi-période si le bit indique 1. À l'issue de leur dispositif, nos demi-ondelettes seront réunies pour au final rentrer dans la même lame semi-réfléchissante. Et ici, on peut appliquer nos connaissances. Si les bits d'information distants sont identiques, les ondes arrivent en phase sur la première lame et la théorie prédit 100% d'observation sur le premier détecteur. Si les bits sont différents, les ondes arrivent déphasées et c'est sur l'autre détecteur que la théorie prédit 100% d'impact.
On a donc un dispositif qui ne fait intervenir qu'une seule particule, qu'une seule mesure, et cette mesure nous informe avec certitude d'une propriété globale sur l'état de nos deux bits distants. Elle nous permet de déduire s'ils sont égaux ou différents. Ce résultat n'aurait rien d'étonnant pour une particule qui pourrait visiter nos deux sites l'un après l'autre, mais ici on maîtrise à quel point les sites sont isolés. On peut théoriquement éloigner autant qu'on le désire ces sites, en positionnant l'un sur Mars et l'autre sur la Terre par exemple. Et on peut également les rendre accessibles que pendant une petite fenêtre de temps pour garantir qu'il soit bien nécessaire de se trouver en quelque sorte à deux endroits en même temps pour interagir avec les bits d'information locaux. Encore une fois ici, il faut faire la distinction entre modèle et observation. Tout ce qu'on a décrit avec nos ondelettes, c'est le modèle, la théorie, et ce qu'elle prédit est aligné avec les observations. On s'interroge sur le réalisme de ce modèle hors des observations, le sens physique de ces ondelettes. Côté observation, les seuls éléments dont on ne peut douter du réalisme, on observe un comportement duquel on peut déduire avec certitude une propriété globale sur l'état de nos deux bits distants via une seule mesure sur une particule qui n'a physiquement pas eu la possibilité de visiter nos deux sites l'un après l'autre et donc, dans un certain sens, a nécessairement dû les visiter en même temps. Si vous vous demandez si une telle expérience a été menée, la réponse est indirectement oui. Il sera certainement difficile de trouver exactement une expérience formulée de la sorte, mais l'utilisation d'interféromètres est extrêmement courante et étant donné la multitude de variations existantes qui ont déjà validé la théorie, il n'y a aucune raison de douter que dans un tel cas, l'expérience se comporterait comme la théorie nous l'indique. On a donc bien ici, à l'issue de l'expérience, une observation traduisant une information non locale que la particule n'aurait pas pu connaître sans avoir interagi avec les deux sites. Mais on peut se demander si on peut aller plus loin. Ici, l'observation finale nous renseigne sur une propriété globale des deux bits, mais ne nous dit rien sur chacun. Si vous savez qu'ils sont dans un état opposé ou dans un état identique, ça ne vous aide pas à prédire l'état de l'un d'entre eux, tant que, bien sûr, vous n'avez pas regardé l'autre. Et c'est assez naturel de se demander si on peut faire mieux, avoir à l'issue de l'expérience une mesure qui nous donnerait bien l'état de chacun des deux bits. Et là, c'est plus délicat car il semblerait que la théorie quantique elle-même nous l'interdise. Précision importante avant de commencer, la démonstration qui va suivre est une démonstration personnelle. Et bien qu'elle soit validée dans les grandes lignes, le diable se cache peut-être dans les détails. Cependant, même dans le cas où cette démonstration serait erronée, vous pourrez constater qu'elle donne beaucoup d'informations sur la manière d'aborder un tel problème, ainsi que beaucoup d'informations sur ce que la théorie quantique interdit. Reprenons le dispositif de notre expérience. On va symboliser par une ligne pointillée le dernier moment où chacune de nos demi-particules a interagi avec son site respectif, le dernier moment où les bits d'information sont accessibles. On va placer cette ligne, cet instant, à gauche et considérer l'expérience de manière abstraite à très haute échelle. Ce qu'on veut avoir à l'issue de l'expérience, c'est 4 détecteurs nous permettant d'identifier l'état de nos deux bits. Le premier détecteur correspondant par exemple au cas 00 et les autres respectivement au cas 01, 10 et 11. En amont de chacun de ces détecteurs, donc avant mesure, on trouve un canal. Comme on ne veut pas obtenir de résultats probabilistes, on sait que notre particule avant mesure doit avoir l'intégralité de sa fonction d'onde sur un de ces canaux et être nulle sur les autres. Si on revient du côté de notre ligne pointillée, on sait que le morceau d'onde qui quitte le dispositif du haut aura deux états possibles, celui qui l'acquiert pour le cas où le bit de ce site vaut 0 et celui qui l'acquiert pour le cas où celui-ci vaut 1. On peut représenter ces deux états possibles par des canaux comme à droite. Même remarque sur l'autre site distant. À gauche, on a donc ces 4 états superposés possibles. Ce qu'on cherche à faire, c'est construire un dispositif entre les deux en utilisant absolument ce qu'on veut pour faire correspondre les états superposés de gauche aux états à droite qui permettraient d'identifier chacun d'entre eux avec certitude. Il se trouve qu'on peut démontrer que ceci est impossible d'après la physique quantique elle-même. En physique quantique, toute transformation d'un état quantique qui ne soit pas la conséquence d'une mesure est modélisée par une fonction dite unitaire. Ceci impose 3 propriétés incontournables. La première, c'est la linéarité.
Quand vous appliquez une transformation quantique à un état qui est la somme d'autres états, alors vous devez trouver le même résultat que si vous aviez transformé d'abord chaque état, puis ensuite sommé les résultats. La transformation de la somme doit être la somme des transformations. C'est notamment une propriété qu'on a utilisée lorsqu'on s'est intéressé au comportement de notre lame semi-réfléchissante recevant une demi-ondelette sur chacune de ses entrées, ce qu'on a pu traiter comme une somme. La seconde propriété, c'est la conservation de la norme qui dans notre cas est facile à interpréter. Nos états quantiques permettent de calculer des probabilités de mesure et donc on sait que la probabilité totale, la somme des probabilités de toutes les observations possibles, doit être 1. Et c'est ceci que notre transformation doit conserver. Si la probabilité d'observation sur tous les états en entrée est 1, alors elle doit être 1 après transformation. Autrement dit, si on avait la certitude de trouver la particule quelque part avant transformation, on doit avoir la certitude de la trouver quelque part ensuite. Physiquement, ceci semble être une contrainte évidente, mais souvenez-vous qu'ici, on regarde les propriétés mathématiques de la fonction qui modélise notre transformation physique, et imposer qu'elle se comporte correctement vis-à-vis des probabilités en entrée et en sortie restreint beaucoup cette fonction. Enfin, la troisième caractéristique, c'est la réversibilité. S'il existe une transformation quantique pour passer d'un état quantique à un autre, alors il doit y en avoir une pour faire l'inverse. Autrement dit, en mécanique quantique, on ne peut pas effacer l'information. L'état final doit toujours permettre de déduire l'état duquel on est parti sans ambiguïté, et une transformation qui revient doit exister. Dans notre cas, la propriété qui va nous être utile est la linéarité. Supposons qu'on ait une transformation qui fonctionne déjà pour 3 de nos états, c'est-à-dire qu'elle fait correspondre, comme on le souhaite, ces 3 états de gauche à ces 3 états de droite. On remarque qu'on peut voir notre quatrième état comme une somme des 3 premiers. Le second plus le troisième moins le premier, ce qui après simplification retombe bien sur ce qu'on espère. Ainsi, si on respecte la linéarité et qu'on applique au quatrième état notre transformation hypothétique, qu'on suppose faire ce que l'on souhaite pour les 3 premiers états, on sait que son résultat doit être à droite la même combinaison. Canal 0,1 plus canal 1,0 moins canal 0,0. Une sorte de distribution sur les 3 premiers canaux et rien sur le quatrième. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on désire, car on aurait aimé avoir toute la densité sur le quatrième canal et rien sur les 3 premiers. Ici, le dernier détecteur ne s'allumera jamais, et si un des autres détecteurs s'allume, vous ne saurez pas faire la différence entre ce qu'il est censé détecter et le cas 1,1 qui se retrouve partiellement redistribué dessus. En résumé, il est ici strictement impossible de concevoir une opération unitaire pouvant passer des 4 états de gauche aux 4 états de droite. La raison est essentiellement qu'à gauche, nos états ne sont pas indépendants, alors qu'à droite, ils le sont. Cette impossibilité ne dépend pas du dispositif. Quelle que soit la manière d'agencer des miroirs, des canaux, des lames semi-réfléchissantes ou autres appareils, leur action totale doit être unitaire. Et aucune action unitaire ne réalisant ce qu'on souhaite ne peut exister. Là où notre particule pouvait précédemment utiliser sa superposition pour nous renseigner sur une propriété globale de nos 2 bits, égaux ou différents, mais sans rien nous dire ni sur l'un ni sur l'autre, on voit qu'ici, si on désire avoir les 2 informations, la théorie quantique semble elle-même nous l'interdire. Comme je l'ai expliqué, tout ceci est encore à l'état de conjecture, mais on semble avoir affaire ici à une sorte de théorème no-go, c'est-à-dire une impossibilité qui soit démontrable depuis le modèle théorique lui-même. Et on peut en profiter pour citer d'autres théorèmes no-go connus de la physique quantique. Par essence, ces théorèmes ne démontrent pas une impossibilité expérimentale, mais impliquent que si on observait un jour ces impossibilités théoriques, il faudrait nécessairement changer nos théories physiques. Le premier, c'est le théorème de non-clonage. Imaginez un objet quantique, disons une particule ou un qubit, dans un état inconnu, pouvant donc être un état superposé. On va prendre un autre objet du même type, et ce qu'on désire construire, c'est un dispositif à l'issue duquel on trouverait notre premier objet inchangé, dans le même état, et que cet état soit recopié sur le second objet, en ayant ainsi créé un clone. Là aussi, on peut démontrer que l'existence d'un tel dispositif quantique n'est pas compatible avec la théorie elle-même, en utilisant des arguments mathématiques similaires à ceux qu'on a utilisés dans notre conjecture.
Attention ici, car ce que ce théorème dit, ce n'est pas qu'il est impossible de créer des objets quantiques dans un état identique, car on pourrait par exemple produire ces objets de la même manière et donc les avoir à l'issue de leur production dans le même état. Ce qu'on dit, c'est qu'étant donné un objet quantique dans un état inconnu, on ne pourra pas construire un dispositif qui clone cet état sur un autre objet et qui fonctionne quel que soit l'état à cloner. Un autre théorème no-go est le théorème de non-communication. On va considérer une paire de particules dans un état dit intriqué. Attention ici, il s'agit de deux particules différentes, alors que lorsqu'on parlait de superposition, on décrivait une particule unique. Une paire de particules se trouve dans un état dit intriqué lorsque les deux ne peuvent plus être traités indépendamment, mais doivent être considérés comme un système unique, comme un tout. Si on agit sur l'une, on agit en fait sur la paire. Le théorème de non-communication nous dit qu'on ne peut pas utiliser cet état d'intrication pour communiquer de l'information, en particulier pour communiquer plus vite que la lumière. Alors ici, ça peut vous sembler étonnant. Si en agissant d'un côté, on agit sur la paire, ça semble changer nécessairement l'autre côté et donc permettre de communiquer. Eh bien en fait, la subtilité, c'est qu'il existe des propriétés globales d'une paire de particules, par exemple avoir chacune dans le même état ou dans un état opposé, qu'on peut modifier sans pour autant que ça ne modifie les statistiques d'observation si on ne regarde qu'un côté. On peut illustrer ce point avec une rapide analogie. Imaginons donc nos particules intriquées, chacune dans un état plus ou un état moins. L'une des deux sera envoyée à Alice et l'autre à Bob. De son côté, Alice pourra agir sur sa particule et aura le choix entre deux actions possibles. Si elle effectue la première, l'ensemble s'effondrera dans une superposition d'états opposés. 50% de chances que la paire se trouve dans l'état plus côté Alice, moins côté Bob, et 50% de chances que la paire se trouve dans l'état moins côté Alice, plus côté Bob. Si Alice utilise l'autre action disponible, la paire s'effondrera dans une superposition d'états identiques, 50% de cas plus et 50% de cas moins. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'action d'Alice sur les particules, initiée depuis la moitié sur laquelle elle peut agir, est bien une action globale. Mais cependant, de son côté, Bob ne peut rien déduire du choix d'Alice. Si celui-ci effectue une mesure sur sa particule après l'action d'Alice, la paire s'effondrera dans un des deux états laissés par Alice. Et il verra sur sa particule plus 50% du temps et moins 50% du temps. Ceci est indépendant du choix d'Alice, dictant si la paire se trouve dans une superposition d'états opposés, 50% plus moins 50% moins plus, ou identique, 50% plus 50% moins. On illustre ici en quoi ce n'est pas contradictoire d'avoir certaines actions non locales qu'on ne puisse pourtant pas utiliser pour communiquer de l'information. Et c'est ceci que le théorème de non-communication démontre. Lorsqu'on a un état quantique intriqué, la théorie quantique elle-même permet de démontrer que cet état ne sera pas utilisable pour communiquer de l'information, et en particulier pas utilisable pour communiquer plus vite que la lumière. Si vous pensez avoir entendu l'inverse dans la presse, notamment lorsqu'on parle de téléportation quantique, il s'agit malheureusement souvent de vulgarisation abusive voire erronée, et pour creuser le sujet, je vous renvoie à mon épisode sur la téléportation quantique. Il semble qu'on puisse voir ici un point commun assez fort sur le sens de la non-localité entre d'un côté ce qu'il est possible de faire avec l'intrication et ses limites, comme le théorème de non-communication, et de l'autre ce qu'il est possible de faire via la superposition et notre conjecture associée. Côté intrication, agir d'un côté modifie une statistique globale mais sans modifier la statistique locale distante. Côté superposition et lecture de deux informations distantes, on semble pouvoir à terme déduire une propriété globale sur nos informations, mais qui ne nous dit rien de local sur chacune. En ce qui concerne l'interprétation ni A ni B, j'ai déjà fait un épisode sur les aspects qui ont tendance à aller dans ce sens. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'épisode d'aujourd'hui, c'est que l'ancien épisode minimisait sans doute trop les arguments en faveur d'une interprétation A et B. Et c'est maintenant réparé avec notre variation de l'interféromètre de Mach-Zehnder et notre particule pouvant nous dire si deux bits distants sont dans un état opposé ou identique. Mon avis personnel, c'est qu'il est possible d'unir les interprétations A et B et ni A ni B en remettant en cause le réalisme de l'espace lui-même. Pour considérer qu'une particule puisse se trouver à deux endroits en même temps, il faut pouvoir donner un sens à la notion d'endroit et d'espace indépendamment des objets qui le peuplent. Dans certaines vues qui considèrent notre espace macroscopique comme induit par son contenu, comme émergent, ce réalisme de l'espace semble discutable. Mais ça, c'est une autre histoire.
Cet épisode est maintenant terminé, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee ou surtout, selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.